Je vais maintenant donner la parole au docteur Chaboch, puisque évidemment dans cette période un peu compliquée de confinement, eh bien le sujet qu'on avait choisi tombe plutôt bien. Bonsoir docteur Chaboch. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Donc là, on fait un double rendez-vous on est ensemble aujourd'hui et on aura une deuxième partie au début du mois de mai. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous consacrez. Donc je vais vous laisser la main et la parole. Donc il va y avoir une première partie, un peu une approche théorique, je dirais, et une partie pratique où tout le monde va pouvoir un petit peu explorer cette approche de l'auto-hypnose. Voilà, exactement. Et le professeur Flippo a tout à fait le lien, c'est-à-dire que nous continuons à être des êtres humains. Il y a certes un bouleversement de notre organisation, de nos pensées, qui génère beaucoup d'angoisse, et c'est le cas pour tout le monde. Mais en même temps, la vie continue, les autres souffrances aussi continuent malheureusement. Et c'est pour ça que de s'intéresser aussi à vous individuellement et de s'intéresser à votre bien-être reste aussi une priorité malgré le contexte. Et c'est important qu'on puisse aujourd'hui échanger. Et j'ai le grand plaisir de vous accompagner dans ce voyage qu'on va faire. En tout cas, je vais vous y inviter pour qu'on puisse aller, je dirais, un peu plus loin. En deux parties, aujourd'hui, on va parler de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que c'est pas? Et commencer un peu à pratiquer ensemble, oui, même ce soir. Et puis la deuxième partie sera plus à ouvrir vers l'auto-hypnose et vers l'acquisition pour vous d'outils ou de manières de faire qui pourront vous aider, je l'espère, et on aura l'occasion vraiment d'échanger, parce que c'est aussi dans le partage que les choses se font. Alors simplement, avant de commencer, on a dévoilé évidemment la grande question de est-ce que Mesmer c'est de l'hypnose ou pas? Pour me resituer par rapport à vous, moi je suis médecin généraliste spécialisé dans l'approche globale, donc je suis aussi psychothérapeute conjointement. Je pratique l'hypnose depuis presque une vingtaine d'années et je suis formateur aussi en hypnose et notamment je soigne et j'accompagne des personnes dans la douleur chronique, au sein du service de traitement de la douleur d'Ambroise Paré, où nous avons une file active de patients importante, notamment en rhumatologie, mais pas que, aussi dans d'autres douleurs non spécifiques. Donc, c'est un sujet, et la maladie de la douleur chronique, on y reviendra, à ces spécificités pour laquelle l'hypnose peut apporter des choses. Mais apporter des choses, je dirais, à condition déjà qu'on sache de quoi on parle mutuellement. Et ensemble, justement, ça va être notre première partie, c'est de se dire, bon, ok, mais c'est quoi vraiment l'hypnose? Et la question qui brûlait vos lèvres, c'est, mais est-ce que ce spectacle qu'on voit tellement à la télé, celui-ci de Mesmer, dont j'ai pris, qui est celui que vous connaissez peut-être bien, mais comme d'autres spectacles que vous avez vus, mais est-ce que c'est vraiment de l'hypnose ou pas, d'après vous? Est-ce que par chat, est-ce que d'après vous, c'est de l'hypnose ou est-ce que c'est pas de l'hypnose? Qu'est-ce que vous en pensez, rapidement? Est-ce que vous pouvez envoyer quelques réponses? Petit sondage, alors. Bof, ouais. Merci Stéphanie, aucune idée. Ouais, pas de l'hypnose, bof, à nouveau, ouais. C'est de l'hypnose, c'est du pipeau, ouais. Manipulation, pas vraiment, ouais, voilà, exactement. Bah oui, tout à fait, voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on ne parle pas vraiment d'hypnose à ce moment-là, on est quand même dans le champ du spectacle. C'est déjà un cadre qui va être très très différent. Si d'emblée on se positionne dans le spectacle, on n'est pas forcément dans le soin, voire même on n'est complètement pas du tout dans le soin. Donc regardez cette diapo. Pour comprendre, il faut revenir en fait un petit peu à l'histoire de l'hypnose, dont on parlera brièvement, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire, mais c'est important de se resituer. L'hypnose a toujours été accompagnée depuis le début de son folklore. Et le début, dans notre société, eh bien, vous serez étonné, mais c'est assez à la fois loin et à la fois proche. C'est 18e siècle. 18e siècle, si on n'a pas de repères historiques, parce que nos cours d'histoire sont lointains, 18e siècle, rappelez-vous, c'est quand même la fin de la royauté en France. Donc, dès l'époque du roi, Marie-Antoinette notamment,
l'hypnose est apparue et le folklore qui tourne autour est apparu. Pourquoi? Parce que évidemment c'est mystérieux, c'est bizarre, c'est curieux, ça passionne, ça pique notre curiosité. On se dit mais non, mais c'est pas possible. Moi je pourrais pas faire ça sur scène. Il y a bien un truc. On a du mal à y croire. Mais c'est un spectacle, effectivement. Et c'est un spectacle qui a une visée qui est non thérapeutique. D'accord? Ce spectacle va être dirigé pour plaire. Premièrement, quand les gens achètent un billet pour aller à ce spectacle, ils l'achètent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà d'accord avec le principe. Imaginez que vous allez au cinéma, mais le cinéma, c'est vous qui allez jouer. Et vous allez vous dire, ok, mais c'est quoi l'arnaque? J'ai payé un billet, ça ne marche pas, il ne se passe rien. Ah oui, évidemment. Donc il y a déjà un préconditionnement. Un préconditionnement, c'est-à-dire qu'on se prépare mentalement à se dire, ok, je sais vers quoi je vais aller, je sais qu'il va y avoir un spectacle, et je sais que peut-être je vais monter sur scène. Et ça déjà, mentalement, ça va avoir une action, ça va préparer notre mental à adhérer à ce qui va se passer. Alors évidemment, certains y vont pour challenger, pour se dire, oui, mais moi, je vais résister, je ne vais pas y arriver, pourquoi pas? Néanmoins, ils y vont quand même. Donc, il y a déjà cette mise en scène, et puis après, il y a toute la mise en scène du spectacle en lui-même. Ce sont des praticiens qui sont très doués dans ce qu'ils font. Ils ont un sens clinique qui est assez précis parce qu'ils savent détecter chez les personnes qui peut aller à faire des choses, qui peut être plus suggestible, moins suggestible. Bon. Et puis, comme le professeur Flippo vous le disait, soyez attentifs aux détails. Et le détail, c'est que tout le monde ne monte pas sur scène. On va sélectionner des personnes. Là, nous sommes environ 137 connectés. OK. Si j'en prenais 10 avec moi, que je les monte sur scène et que sur ces personnes suggestibles, je montre qu'on peut faire des choses, les 126 autres vont se dire « Waouh, incroyable, ça marche ». Mais non, pas forcément. Pas forcément, mais on aura l'impression que ça marche. Donc il y a aussi une règle de la proportion qui fait que c'est pas en montrant que certains individus peuvent être plus suggestibles que d'autres, ça veut dire que tout le monde l'est, pas forcément. Et puis il y a des techniques, ça a à voir avec des techniques de communication, ça a à voir avec des techniques un peu de manipulation, comme on l'a vu passer effectivement dans le chat. Mais me direz-vous, et ça a été dit tout à fait de manière raisonnée, et si ça aide? Oui, si ça aidait, ça serait bien. Mais c'est pas forcément le cas. Ça dépend des spectacles, ça dépend comment c'est fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais surtout, et c'est ça qui va être important pour nous, c'est que l'hypnose, dans son ADN, dans sa génétique initiale, a à voir avec le soin. C'est-à-dire que même au tout début de l'apparition de l'hypnose dans notre société, qu'on va tout à l'heure préciser, ça avait à voir avec le soin, guérir, accompagner, soigner. L'intention même de l'hypnose à ce moment-là, c'est d'aider quelqu'un. Donc dès lors que dans le spectacle, ce n'est pas le postulat d'aider, on pourrait dire que sémantiquement, dans la définition, précisément, ce n'est pas de l'hypnose. L'hypnose est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour essayer de vous soigner, pour vous faire procurer quelque chose, un changement qu'on espère. Dans le spectacle, ce n'est pas le cas, c'est un divertissement, donc c'est une différence importante. Il y a d'autres différences importantes qu'on peut lister. Alors là, effectivement, je vais peut-être activer le partage d'écran parce que comme il y a des animations au niveau des diapos, ça sera peut-être plus simple. Hop, vous me voyez, voilà. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Voilà. Si on regarde, et vous me voyez, je pense, vous voyez l'écran? Oui? Ça va? Si vous regardez ça, du côté du spectacle, c'est au bénéfice d'un individu, essentiellement, c'est-à-dire la personne qui fait le one-man show. Ça sert l'artiste, l'intention c'est de faire rire, c'est de divertir. Le spectacle n'a pas d'objectif si ce n'est de faire le spectacle, c'est-à-dire que ça a une fin en soi. Et puis c'est collectif, c'est de masse. On est noyé dans un groupe. Il peut y avoir des groupes thérapeutiques, on y reviendra, mais
beaucoup de personnes qui font la même chose en même temps, ce n'est pas forcément les mêmes mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Il y a des stratégies de manipulation, pas que, évidemment, mais il y en a au cours de ces spectacles. Mais c'est surtout que ça déresponsabilise. C'est-à-dire, la plupart du temps, les personnes vont dire « Ah non, je ne l'ai pas fait, c'est pas moi, c'est pas croyable, c'est pas moi qui ai pu faire ça. » Mais oui. Il y a des effets secondaires, il y a des personnes qui assistent au spectacle et qui vont se ressentir pas bien après, hein, qui se ressentent mal à l'aise, qui se ressentent un peu forcés. Voilà. L'intention est non thérapeutique. Et surtout, le spectacle utilise les failles plutôt que les ressources des individus. Et si vous regardez l'hypnose thérapeutique, c'est en tout point l'inverse. C'est au bénéfice du patient, c'est-à-dire vous. Ça vous sert à vous, pas aux praticiens. Moi, je suis là pour vous accompagner, pas pour moi me gausser ou être dans l'ego, pas du tout. Il y a une intention de soin, et ça c'est capital, cette intention de soin. L'hypnose est un moyen et pas une fin. Le but, c'est pas de faire de l'hypnose pour faire de l'hypnose, c'est d'accéder à quelque chose qui va vous aider. C'est individuel ou en petit groupe, mais c'est surtout individualisé en fonction de la personne que vous êtes. C'est une technique de soin qui vous replace au centre avec des effets bénéfiques, thérapeutiques, qui renforcent vos capacités et vos ressources. Quand on fait de l'hypnose, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire durant ces 2 sessions, c'est que vous puissiez apprendre de nouvelles choses que vous pourrez réutiliser vous-même à la maison, en confinement ou hors confinement, comme des techniques, comme un apprentissage. Donc c'est assez humaniste finalement. Voilà en quoi c'est important, et c'est important de garder cette idée quand même du respect de la personne, hein, et non pas de la soumission à l'autorité. Il y a des études qui ont été menées, je vous laisserai les regarder, hein, des études qui ont été faites dans les années 60 à l'université américaine de Yale, qui indiquent de quelle manière, malheureusement, l'être humain peut être conditionné à obéir à une autorité et à se déresponsabiliser dans cette autorité. Et il y a des exemples évidemment historiques regrettables, hein, pendant les guerres, hein, et il y a cette expérience sociologique que je vous invite à regarder éventuellement, le jeu de la mort. Vous tapez ça sur Google et vous verrez qu'il faut être attentif. Faire de l'hypnose, ce n'est pas manipuler, c'est certainement pas manipuler, c'est surtout rendre la liberté à quelqu'un, rendre les choix possibles à quelqu'un. Face à votre douleur, face à votre maladie, c'est vous redonner du choix, c'est vous redonner de l'espoir, et c'est vous redonner des moyens d'agir. Et donc, c'est pas le spectacle. Ça, c'est important comme mise au point, je pense. Et le spectacle est intéressant, c'est intéressant à étudier, c'est pas tout à fait la même chose que l'hypnose thérapeutique. Si on continue, petit voyage dans le temps, justement, il y avait tout à l'heure la question dans le chat de la question de Freud, on va y venir, on va faire un rapide balayage pour que vous ayez des repères, que vous sachiez de quoi on parle. Quand tout à l'heure on disait que l'hypnose est entrée dans notre société 18e siècle, oui, c'est par un autre Mesmer, Franz Anton Mesmer, qui était un médecin magnétiseur autrichien qui est venu auprès de la cour et qui était très proche de Marie-Antoinette. Et c'est par cette proximité que le roi a demandé à ce que soient étudiés les phénomènes qu'il démontrait. Alors à cette époque, on ne parlait pas d'hypnose encore. À cette époque, ce n'était pas encore le terme, on parlait de magnétisme animal ou de mesmérisme. C'est les termes qui étaient à ce moment-là. Alors il y a eu des commissions de scientifiques qui ont étudié les phénomènes, qui ne les ont pas compris, mais qui ont attesté qu'il y avait des guérisons. Alors évidemment, c'était quand même assez fascinant de voir ça, puisqu'on ne comprenait pas. À l'époque, c'était un fluide magnétique, on pensait que c'était un fluide magnétique. Quelques autres noms, Joseph Brede et Étienne Félix Denain de Cuvilliers. Pourquoi je vous les donne? Parce que c'est probablement par eux que le terme hypnose est venu. On leur doit ça. Alors voilà un petit portrait de Mesmer, pas le one-man shower, mais le médecin du fin 18e, début 19e. Alors évidemment, après, eh bien, il y a Charcot. Ben oui, il y a Charcot, hein, avec cette fresque que vous connaissez certainement, qui est très connue, très célèbre. On voit des grands noms de la médecine. Charcot était le père fondateur de la neurologie moderne et de la psychiatrie moderne. C'était un très grand homme. Et pour Charcot,
l'hypnose était une pathologie. C'était un comportement pathologique, notamment chez les hystériques, dont la démonstration avec cette patiente éplorée que vous remarquez. Et pour lui, ce fonctionnement pathologique était lié à des dérégulations et notamment à une zone malade du cerveau, puisque c'était un anatomopathologiste, c'est-à-dire qu'il regardait dans le cerveau et il cherchait là où étaient les maladies organiquement visibles, anatomiquement visibles. Et en même temps, à cette époque, il y a donc ce fameux jeune homme, ce jeune neurologue au début, d'ailleurs qui était au début anatomopathologiste, puis dans un second temps neurologue, et qui va venir faire un stage auprès de Charcot et apprendre de lui, en entendant parler de l'hypnose, notamment. Alors c'est passionnant. Vous voyez, je vous ai donné un portrait de Freud à cette époque, dont on n'a pas souvent l'habitude de le voir comme ça, à part éventuellement sur une série actuellement sur Netflix, pour ne pas faire de pub bizarre, mais une série qui n'est pas du tout historique, donc n'ayez pas à chercher de choses précises dedans. Et Freud, à cette époque, va apprendre l'hypnose, repartir dans son pays, en Autriche, et essayer de le pratiquer. Et l'histoire de la psychanalyse et de l'hypnose est absolument passionnante. On n'aurait pas le temps d'en parler là, sinon on serait parti pour des heures et des heures, mais c'est absolument passionnant. Et beaucoup plus synergique que les querelles de chapelle voudraient le faire croire. Il y a beaucoup de débats. L'hypnose, c'est de la suggestion, la psychanalyse, c'est mieux. Et puis les hypnothérapeutes disent l'inverse, évidemment, ce sont des querelles. Mais au-delà de ça, pour moi qui suis d'une école psychanalytique freudienne et qui fait de l'hypnose, je peux vous assurer que c'est très synergique et que c'est très intéressant à aborder sous cet angle. Mais voilà, pour la construction de la psychanalyse, Freud a eu besoin institutionnellement de se défaire de l'hypnose et de laisser ça de côté. Bon. Néanmoins, ça a quand même marqué, jusqu'à la fin de sa vie, il en a quand même parlé. Contemporain de Freud, un autre grand homme de l'hypnose, et ça c'est le plus important, Milton Erickson, parce que Milton Erickson a fait de l'hypnose ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Quand on dit « est-ce que tu fais de l'hypnose ericksonienne ?» Bon, c'est un petit peu comme de dire est-ce que tu fais de la médecine pasteurienne? Ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est évident, tout le monde fait de la médecine pasteurienne. Et toute hypnose est imprégnée du travail clinique, essentiellement, d'Erickson, qui était un psychiatre américain. Essentiellement clinique, pourquoi? Parce qu'il a très peu écrit de théorie. Quasiment aucune théorie, beaucoup de pratiques, beaucoup de cliniques. Et pour la petite histoire, et ça va être intéressant et important pour vous, Erickson est né daltonien, dyslexique, il ne percevait pas le rythme musical. Bon, pas de chose. Mais en plus, il a été atteint de la polio. Et cette polio l'a intégralement paralysé à l'âge de 16-17 ans à peu près. Il en est ressorti intégralement paralysé à se rééduquer progressivement. Dans ses mémoires, il écrit, on voit, pendant des heures et des heures et des heures, il a essayé de localiser son corps, de dépasser des douleurs. Et il a fondé le développement de l'hypnose aussi par son expérience individuelle de malade. Et ça, c'est capital pour ce qu'on va faire. Et plus tard, à la fin de sa vie, là vous le voyez à la fin de sa vie, il a été encore malchanceux, il a été réatteint de la polio, ce qui est très rare. Et là, ça ne l'a pas paralysé, mais ça lui a laissé des douleurs chroniques extrêmement envahissantes. Et grâce à l'hypnose, il a continué de travailler et à développer des stratégies, des manières de faire pour agir sur la douleur. Vous voyez bien en quoi, évidemment, ça nous intéresse, nous aussi, dans notre champ d'action pour vos rhumatismes. Un dernier nom auquel on rend hommage, François Roustan, qui est tout à fait contemporain, qui est décédé il y a pas très longtemps, en 2016, et qui était un très grand thérapeute qu'on ne peut pas négliger, qui était aussi psychanalyste, philosophe, hypnothérapeute, et ses travaux sur la douleur, sur la plainte notamment, sont extrêmement grands. Faut les lire en état d'hypnose, c'est pas tout le temps si simple que ça à lire, mais c'est vraiment très humain. Voilà pour notre petit voyage dans le temps.
Alors voilà une définition, maintenant qu'on avance un peu plus, une définition d'hypnose, une des définitions que Erickson a proposées sur l'hypnose. Je vais peut-être repasser temporairement en, en, hop, en vision non partagée. Voilà, comme ça me permet de revenir. Hop, voilà. Une définition de Milton Erickson, puis ça me permet aussi de voir vos questions aussi, c'est pour ça. Qu'est-ce que l'hypnose selon Erickson? C'est une des définitions, il en a donné beaucoup. Une des définitions, c'est aider les patients à atteindre une compréhension, donc ça c'est déjà, qui va les aider à abandonner certaines des limitations habituelles de la vision de leur vie de tous les jours, de sorte qu'ils pourront atteindre un état de réceptivité pour ce qu'ils ont en eux-mêmes de nouveau et de créatif. Bon. Moi, je trouve que c'est une belle définition, qu'on ne comprend pas à la première lecture, il faut la relire. Aider les patients, déjà on est dans l'aide, on est dans l'aide à l'autre, à atteindre, donc c'est un accompagnement, une compréhension, donc c'est déjà mental, des choses, etc., mais c'est mental, qui va les aider à abandonner certaines limitations. Par exemple, je n'y arriverai pas, je suis condamné à souffrir, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, etc., etc., etc. Et je ne peux pas avoir d'action sur ma douleur. C'est d'abandonner ces limitations et de donner les moyens de pouvoir y parvenir. Belle définition. Moi, je vous en donne une autre, qui est sous la forme d'une recette, un peu comme une recette de cuisine, si vous voulez. Le moteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'intention de soin. Ça, c'est le capital. Ce qui va nous aider, c'est que vous voulez guérir et que nous, ensemble, on veut faire équipe pour que vous alliez mieux, pour vous donner accès à certaines choses. Et ce contrat thérapeutique est fondamental. L'intention de soins partagés entre deux personnes, l'une qui souffre et qui connaît bien sa souffrance, l'autre qui connaît certaines choses de la médecine et qui cherche à aider cette personne. Ça, c'est capital. C'est spécifique et c'est ce qui nous différencie donc aussi du spectacle, vous l'aurez compris. Et c'est spécifique depuis l'entrée de l'hypnose dans notre tradition occidentale. À cela, à ce moteur, à ce feu de cuisson, si vous voulez, on va rajouter 3 ingrédients. Le premier, c'est un état neurologique particulier. Effectivement, on le sait depuis les années 90, l'état d'hypnose provoque dans le cerveau une manière d'agir qui est spécifique. Alors, pas spécifique à l'hypnose, petite nuance, on y reviendra, mais qui est spécifique par rapport à notre état mental quotidien. C'est un peu différent. Mais c'est un état qui est physiologique. Et là, Charcot s'est trompé, lui qui pensait que c'était une maladie. Eh bien non, c'est pas pathologique, c'est physiologique, c'est naturel. On peut le nommer de différentes manières, veille paradoxale, transe, perceptuelle. Mais c'est un état qui, dans le cerveau, provoque des changements de fonctionnement qu'on met en place grâce à des techniques de communication, et c'est ça que nous apprenons durant les formations aux praticiens de l'hypnose, c'est comment induire cet état, comment avec des mots, avec des idées, avec des suggestions, on va accompagner la personne dans cet état particulier hypnotique. D'accord ? Et le troisième ingrédient qui est indispensable, c'est la relation thérapeutique. La relation, elle est fondamentale. On ne peut pas le faire en dehors de cette relation d'aide. Là, ensemble, on est en relation. Je fais présence avec vous, je suis attentif à ce que vous me dites. Je vois d'ailleurs qu'il y a peu de publications. Vous êtes certainement peut-être intéressé par ce que je dis, ou très lassé, ou déjà en hypnose, on ne sait pas. Mais on est en relation. Et ça, c'est important. On ne peut pas faire de l'hypnose sans être d'abord accompagné. Comme si c'était une balade. Une balade, au début, vous avez besoin d'un guide. C'est un peu ça, et c'est ce qu'on va faire dès ce soir, ce qu'on est en train de faire. Effectivement, Corinne, je vais vous répondre sur la question de la maîtrise. Absolument, absolument. C'est tout à fait fondamental, cette réponse. Allons plus loin. Vous me dites, ok, je commence à comprendre un petit peu ce qu'il est en train de me dire à propos de l'hypnose, mais je vois toujours pas à quoi ça ressemble, cette histoire. C'est donc pas le spectacle, c'est pas comme ça que ça se passe, mais à quoi ça ressemble alors ? Et bien concrètement, ce que vous allez ressentir, c'est un état de repos, de détente, de sérénité. Ça fait du bien. Avant toute chose, ça fait du bien. Et la sensation clinique, si vous voulez, ça ressemble un peu à ce moment que vous connaissez certainement, vous avez déjà expérimenté, qui est quand on est en train de s'endormir, mais pas encore complètement endormi. Vous le connaissez ce moment-là.
ce moment à mi-chemin entre veille et sommeil. Ce moment où on sait, on le sait, c'est mental, on sait qu'on est en train de s'endormir, mais on est encore attentif à des bruits autour de nous. On est encore en train de penser, de réfléchir, on n'est pas encore complètement dans le rêve. Vous voyez ? Et bien, ça ressemble à ça, l'hypnose. Si vous voulez avoir le repère, ça ressemble à ça. Mais ça ressemble à quoi d'autre? Mais à des expériences que vous connaissez déjà, et c'est ça qui va déjà vous rassurer. 3 ingrédients supplémentaires. Quand vous avez lu un livre, un bon livre qui vous a passionné, rappelez-vous, vous étiez dedans, vous tenez le livre, c'est physique, c'est mental, on est dessus, ok, on le tient, il y a une action volontaire. Et au début, vous lisez un mot, qui est un regroupement de lettres, et puis un autre mot qui veut dire quelque chose avec le premier, puis un troisième, et puis le mot forme une phrase, la phrase forme un paragraphe, le paragraphe forme une page, et on ne sait pas trop, à la 3e ou 4e page, tout d'un coup, on est dans le livre. On n'est plus en train de lire des mots, on est dans le livre. Vous êtes avec le personnage, vous êtes en train d'imaginer, peut-être même de ressentir. Si vous lisez un roman d'amour, peut-être vous ressentirez des émotions. Si vous lisez un roman d'aventure, vous aurez peut-être peur, vous aurez envie d'être dans l'action, mais vous le ressentez. Et pourtant, vous n'avez pas bougé. Et pourtant, vous tenez un objet dans votre main. Et pourtant, vous tournez même les pages. On est absorbé. Et l'hypnose, c'est une forme d'absorption. Effectivement, comme dans la méditation, le yoga, on y reviendra pour voir quelles sont les petites différences, les petites subtilités. Je sais que vous avez aussi eu un très bon séminaire sur le yoga et vous pourrez coupler les 2 ingrédients, ça marche très 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 bien ensemble. C'est extrêmement synergique. Mais aussi, on remarque d'autres choses. Vous avez déjà fait aussi des actions sans vous en rendre compte, des actions automatiques qui vous demandent à faire quelque chose, qui vous demandent à être dans l'action, mais dont vous n'avez même plus besoin, ça marche, ça se fait. Par exemple, quand vous marchez, au début, alors pas trop pendant le confinement évidemment, mais quand vous marchez, on marche, hein, vous êtes en train de marcher, au début ça vous demande un effort, il faut mettre un pied devant l'autre, il faut avancer, Et puis à un moment donné, sans qu'on sache exactement, hein, c'est pas très précis, toc, on passe de l'autre côté, et tout d'un coup, ça y est, les jambes avancent, et vous regardez le paysage, vous profitez. Il n'y a plus l'effort à faire, on a passé l'effort, c'est automatique. Et bien aussi dans l'hypnose, c'est exactement ça. C'est une forme d'absorption avec des mécanismes d'automatisme qui vont se mettre en place. Votre corps sait le faire. Effectivement, ensemble, c'est une forme d'absorption. Vous comprenez tout à fait. Mais on va voir comment. Et puis aussi, vous avez fait une 3e expérience, c'est que quand vous rêvez à de bonnes choses, à de bonnes idées, à un bon paysage, quand vous rêvez à des idées positives, ben vous allez mieux. Eh oui. Alors oui, c'est la puissance de la pensée, oui, c'est l'art de la suggestion, oui, c'est un peu l'art de se dire que ça va aller bien, hein, mais ça fonctionne aussi. Alors évidemment, de dire que ça change tout, c'est un petit peu léger. Si c'était aussi facile, vous le sauriez déjà. Mais inversement, le fait d'être dans la négativité et dans la douleur chronique, et là, on a un problème, c'est que souvent, on tourne avec des idées qui sont négatives. Ça va pas, je vais pas bien, j'ai mal, je suis souffrant. Et ça agit sur notre corps. L'hypnose peut nous aider à réorienter un peu, quand on peut, pas tout le temps, hein, nos pensées vers quelque chose de plus positif qui va faire du bien, tout en étant absorbé et tout en étant dans quelque chose qui se fait naturellement, automatiquement. Voilà. Là, on commence déjà, je pense que vous commencez à discerner un petit peu plus où on va. Mais je vais vous montrer quelques photos et je vais remettre en partage d'écran. Hop. Voilà. Pour vous montrer, alors je dirais, plus concrètement à quoi ça peut ressembler. Alors évidemment, on a l'image, la fameuse image de la catalepsie de la main. Évidemment, cette main qui tient sans effort, c'est un des signes d'hypnose parce que notre corps est dans un tonus particulier qui le permet. Mais aussi, et je vous ai montré cette image volontairement, pour les sportifs, hein, ou dans l'action, c'est surtout ça, c'est qu'on peut aussi être dans un état hypnotique dans l'action.
Ça demande une particularité, ça demande à s'entraîner, mais pour par exemple les joggers, s'il y en a, vous savez très bien qu'au bout de 30-40 minutes, vous n'êtes plus là. Vos jambes avancent toutes seules. Vous êtes absorbé à ressentir ça et ça se fait naturellement. Donc, l'hypnose, ce n'est pas que d'être allongé, immobile, à rien faire. Ça marche aussi quand on bouge, si on le travaille de cette manière-là. Autre photo, on va voyager dans le monde. Eh bien, et oui, la méditation, c'est une forme de transe particulière. Et la différence avec l'hypnose, c'est que l'hypnose n'a pas vocation à élever l'esprit, à être un but spirituel ou un but philosophique. Pas tant que ça. L'hypnose, son ADN, c'est le soin. C'est là où ça change par rapport au yoga, par rapport à la méditation. Mais évidemment, vous retrouverez des choses communes entre ces pratiques, bien évidemment. Les chamans, par exemple aussi, si nous étions quelques milliers de kilomètres plein est en Russie, eh bien, peut-être que nous parlerions chamanisme pour parler de la transe. Mais aussi en Afrique, hein, avec la musique, bien sûr. Le chaman aussi utilise évidemment son tambour. Dans toutes les cultures, la transe a toujours utilisé quelque chose qui a à voir avec la musique. Ça, c'est, alors moins ragoûtant, évidemment, ça surprend tout d'un coup. Cérémonie des couteaux en Thaïlande. Vous voyez bien que cette personne, elle est quand même meurtrie. Et elle arrive à tolérer ça. Il y a des états de transe, donc, qui ont une action sur la douleur. C'est surtout ça que je voulais que vous compreniez. Quoi d'autre? Eh bien, les derviches tourneurs, bien sûr, un autre état de transe. Et nous, en Occident, ça se passe plutôt comme ça chez nous. Parce que c'est notre coutume, parce que c'est notre cadre sociologique. C'est un homme qui parle à quelqu'un, ou un homme ou une femme, un être humain qui parle à un autre être humain avec une intention de l'aider. Là, sur cette photo, vous voyez Erickson, un peu plus jeune que la photo que je vous ai montrée avec une patiente. Ou bien ça ressemble à ça, tout simplement, à l'hôpital. On est bien installé. Vous voyez qu'il y a une intention d'être confortable, notre patiente, elle est bien. On a une précaution à ce qu'elle soit confortablement installée. La personne qui est avec elle semble détendue. Voilà. En Occident, ça ressemble à ça. Dans d'autres pays, c'est d'autres coutumes. Alors, très rapidement, parce que ça c'est vraiment pour que vous ayez les idées claires, on va distinguer 3 formes d'hypnose. L'hypnose médicale, qui va avoir une action plutôt pour les douleurs aiguës et chroniques. On va parler d'hypno-analgésie et d'hypnosédation, notamment dans le champ des douleurs aiguës, ce que l'on fait au bloc. On fait des interventions, certaines interventions chirurgicales, pas toutes, sous hypnose, qui permet de ne pas mettre d'anesthésie, ce qui est fantastique. Et notamment dans les douleurs chroniques, comme dans les centres de traitement de la douleur, ou comme dans les consultations que vous pouvez connaître. On va distinguer l'hypnothérapie qui a plus à voir avec l'idée de la psychothérapie ou de l'accompagnement psychothérapeutique et qui va là être plus étendue à la souffrance morale, psychique, aux addictions, le sommeil, les comportements alimentaires, le stress et tout ce qu'il y a à voir, il y a bon nombre d'indications. Et puis l'auto-hypnose, voilà, ça c'est aussi la 3e partie qui va nous intéresser progressivement. C'est d'activer cet apprentissage en vous, de vous l'approprier pour que vous puissiez continuer de l'utiliser à votre manière. À votre manière, j'ai bien dit, c'est-à-dire avec vos protocoles, votre façon de faire, votre individualité, votre imaginaire, mais aidé avec la boîte à outils que petit à petit on va concevoir ensemble. Alors peut-être même on pourrait se dire, est-ce que c'est une technique, l'auto-hypnose, ou un état, une façon d'être? Pourquoi pas? Et là, ça rejoindrait plus, effectivement, des idées méditatives, philosophiques, comme on peut le voir dans les courants de méditation, de yoga, voilà. Un art de vivre, hein, comme le disait une infirmière un jour que j'ai formée. Elle revient au cours de la formation, elle me dit « J'ai compris quelque chose, j'ai compris que l'hypnose ne s'arrêtait pas à la consultation, mais qu'au contraire, ça m'accompagnait tous les jours dans ma vie de praticienne. » C'est sympa. Alors, quelques questions, les FAQ, hein, comme on dit, les fréquentes questions qu'on peut se poser. Est-ce que je suis réceptif? Et oui, vous l'êtes, bien sûr, je vous rassure, vous l'êtes. Tout le monde peut faire de l'hypnose. Si vous entendez quelque chose, un article qui dit « il n'y a que 80% de la population qui peut faire de l'hypnose »,
c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis désolé de le dire. C'est soit que c'est un mauvais praticien, soit qu'il n'a pas réussi à trouver comment faire avec ce patient. Mais en réalité, vous pouvez tous faire de l'hypnose. C'est une question d'accompagnement. On peut tout à fait entendre qu'un praticien ou un patient, ça soit pas le moment, pas la manière. Il faut trouver le truc, il faut trouver la manière, il faut s'adapter, mais il faut s'adapter à vous. C'est au praticien de s'adapter à vous et non l'inverse. Donc tout ce qui est protocole qu'on voit dans les livres, malheureusement, qui dit, voilà, pour hypnotiser quelqu'un pour une douleur du poignet, il faut faire ça. Eh bien, pas forcément, parce que pour vous, votre douleur, elle ne sera peut-être pas comme le bouquin l'a dit. Donc c'est au praticien de s'adapter à vous, donc c'est au praticien d'être garant de la réussite de ce qu'on fait. Ça, c'est important. Donc ne vous culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute si ça ne fonctionne pas. C'est que le praticien pourrait aller suivre des supervisions pour compléter sa formation. C'est un état physiologique. Si vous arrivez à rêver, alors vous pouvez faire de l'hypnose. Maintenant, guérir ou être dans un soin thérapeutique, là, c'est autre chose encore parce que ça nous mobilise. Ça nous mobilise dans nos émotions. Donc à ce moment-là, c'est parfois un peu plus complexe. Faire de l'hypnose, vous pouvez tous en faire. Guérir, avancer, ça demande parfois un peu plus de temps et parfois on a des embûches sur le chemin, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire. Alors est-ce que je perds le contrôle? C'est notre fameuse question de tout à l'heure. Non, jamais. En fait, le contrôle, c'est le lâcher-prise. Ah là, bon nombre vont bugger. Je m'explique. Si vous ne pouvez pas lâcher prise, si vous ne pouvez pas décider de lâcher prise, c'est que vous n'avez pas le contrôle. Si vous avez le contrôle, c'est que vous pouvez lâcher. Et je dirais même que le contrôle, c'est justement de pouvoir lâcher. Et l'hypnose, c'est de vous aider à reprendre le contrôle là où vous ne l'avez plus, là où vous avez l'impression de subir. La douleur, la souffrance, c'est là où on va agir. Alors évidemment aussi, il peut y avoir parfois des émotions qui viennent, ça c'est surtout en hypnothérapie, et ça c'est dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'une consultation thérapeutique. Donc quand il y a des émotions qui viennent, le praticien est toujours là pour accompagner. Mais néanmoins, on n'accède pas à l'inconscient comme on a le fantasme que l'hypnose accède à tout, pas du tout. C'est respectueux. On ne peut pas savoir des choses que vous ne voulez pas dire, que vous ne voulez pas faire, et on ne perd pas la mémoire pendant une séance d'hypnose. Vous vous souviendrez, un peu comme dans un livre, il y a des morceaux où vous vous souvenez, des morceaux où vous vous souvenez moins bien, mais globalement, vous êtes là. Alors la douleur peut-elle disparaître? Oui, et non aussi. Oui, heureusement, on peut la faire diminuer, changer, varier, et parfois disparaître. Parfois disparaître 1 minute, parfois 1 heure, parfois quelques jours, et parfois, dans certains cas, assez longuement. Mais ça va dépendre aussi de la maladie et des poussées inflammatoires, et notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. On ne va pas supprimer la douleur, mais on va faire avec, on va vous aider à agir avec, et surtout à mieux vivre. Donc le fantasme de se dire « Ok, je fais une séance d'hypnose, je n'ai plus mal », malheureusement, reste un fantasme. Mais il vaut mieux être réaliste et se munir des bons outils en se disant « Ok, la douleur, on peut agir dessus et c'est surtout ça le plus important. » Est-ce que la douleur peut-elle gêner la pratique de l'hypnose? Eh oui, ça peut, si l'intensité est vraiment trop forte. Mais ça va être en fonction de votre expérience. Chez des patients entraînés qui font beaucoup d'auto-hypnose, même sur une douleur très forte, ils vont pouvoir gérer. Alors pas pendant des jours et des jours, heureusement, bien sûr, il y a les traitements médicamenteux, ça ne substitue pas, mais ça complète, et ça peut potentialiser les effets du traitement médicamenteux. Et aussi, et ça c'est important aussi que vous puissiez le comprendre, c'est que la douleur chronique, ça entraîne aussi des troubles de la concentration. On n'en parle pas assez, c'est pas assez dit, c'est pas assez, mais vous l'observerez, si vous avez des douleurs chroniques, vous avez du mal à vous concentrer parce que la douleur chronique envahit le mental. Donc parfois, de se concentrer sur une action pour faire de l'hypnose, c'est pas évident, mais le fait de faire cet entraînement permet aussi d'aider la concentration,
Donc, c'est un bon moyen, un bon entraînement. Alors, est-ce que je dois faire tous les jours de l'hypnose? Ça y est, ok, j'ai compris, je vais faire le protocole tous les jours, tout le temps, tout le temps. Non, on se calme. Le mieux est l'ennemi du bien. Adoptez la philosophie lente mais sûre. Si là, les premiers temps, vous faites, allez, 2 minutes de relaxation, méditation, hypnose par jour, c'est super. De vous dire, je ne l'ai pas fait, j'ai tout foiré, c'est pas bien, j'ai pas fait mes devoirs, ça va pas nous aider du tout. On y va à votre rythme, d'accord? Est-ce que je peux m'endormir? Oui, mais bien sûr. Et si vous le faites, mais faites, c'est que vous en aviez besoin. Moi, j'ai des patients pendant les consultations qui s'endorment. Tant mieux, c'est qu'ils en ont besoin. Ça peut vous faire du bien de dormir et l'hypnose peut être utilisée pour les troubles du sommeil de cette manière. Voilà quelques questions-réponses. En tout cas, vous pourrez m'en poser d'autres. Alors, maintenant, pour la douleur. Ça, il faut qu'on comprenne. Est-ce que la douleur, elle n'est que douloureuse? Ben non. Elle est différentes composantes. Il y a une composante qui nous permet de localiser la douleur. Il y a une composante qui nous permet de la vivre aussi avec de l'émotion. Je souffre et en plus, c'est une douleur qui provoque en moi une souffrance morale importante. Il y a une composante cognitive. Je comprends ma douleur, je sais l'interpréter et je sais pourquoi j'ai mal. Et même si je ne comprends pas tout, mais j'arrive à rendre intelligible. Ça, c'est une composante aussi de la douleur. Et puis, il y a une composante comportementale de réaction, verbale et non verbale. Quand vous avez mal et que vous vous brûlez, par exemple, vous retirez la main de la source de chaleur. Ces composantes-là, pourquoi je vous les montre? Parce que c'est comme ça que notre cerveau traite les différentes informations, avec différentes parties du cerveau. Mais nous, ce qu'on sent, c'est qu'on a mal. On n'est pas en train de se dire « Ah oui, ça c'est ma composante affective, émotionnelle par rapport à… » Non, on a mal, point. Mais ces composantes sont importantes à ce que vous les compreniez. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va éclairer la manière dont l'hypnose agit sur la douleur. Gardez ces 4 composantes en tête et imaginons maintenant que ces 4 composantes, c'est comme une corde tressée. Vous voyez, avec ces couleurs, là, une corde emmêlée. On sent la douleur, j'ai mal, c'est un signal unique, j'ai mal. Qu'est-ce que va faire l'hypnose quand on va en faire? Eh bien, en fait, ça va dissocier ces composantes. Il y a une dissociation hypnotique. Et ces mailles tressées vont se détresser. Ce qui fait qu'en pratique, le patient qui fait de l'hypnose pour la douleur va vous dire régulièrement « Oui, je sais que j'ai mal. Je le sais. Mentalement, je sais. Je sais. J'ai la perception de l'information de la douleur. Mais ça ne me fait rien. Ou bien ça me fait moins mal. » Ce qui est étonnant. C'est assez bizarre. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les opérations chirurgicales. Le patient dit « Ouais, je sais que j'ai mal. Je sais qu'il se passe un truc. Mais ça va. En fait, ça va. Je vais bien. Ça va. » Voilà. C'est cette dissociation, en fait, des composantes sensorielles, discriminatives et affectives, émotionnelles. Et ça soulage, ça fait du bien. Et c'est pour ça que vous verrez, quand vous regardez des reportages, cette étonnante description, je sais que j'ai mal, mais ça fait rien. Voilà. Comment on peut expliquer ce qui se passe très simplement. Alors, je vais revenir en mode visuel avec vous. Quelques instants. Hop, voilà. Voilà, exactement. Et on va réavancer. On en était… Voilà, exactement là. Alors, pour vous, dans votre cas, dans notre cas, il faut se rappeler aussi les spécificités de votre douleur. Il y a les spécificités des rhumatismes chroniques, d'accord? Et là, il y a la composante mécanique de la douleur. Pour les personnes qui ont les mains qui sont, par exemple, déformées, qui sont douloureuses, qui sont bloquées, qui sont avec les articulations soudées, fixées, très arthrosiques, mais il y a une composante mécanique de la douleur. C'est cette composante douloureuse qui fait que si vous êtes au repos, ça fait moins mal, et si vous bougez ou si vous essayez de bouger vos articulations, ça fait plus mal. Ça, c'est la composante mécanique. Mais si c'était simple, on s'arrêterait là. Évidemment, ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a la composante aussi inflammatoire. L'auto-inflammation,
l'auto-immunité, et ça, vous savez à quel point ça vous fait souffrir, et notamment, comme le disait Corinne, la douleur fatigue. La douleur chronique, c'est absolument, totalement épuisant, éreintant. C'est creusant. Et ça entraîne des troubles du sommeil. Et dans votre cas, malheureusement, pour ceux qui ont des formes plus sévères, plus avancées, eh bien, ce sont donc des douleurs mixtes, à la fois mécaniques, à la fois inflammatoires. Et ça, c'est indispensable à garder en tête, parce qu'il faut les travailler de différentes manières. Dans ce qu'on va essayer de développer tous ensemble, vraiment, on va voir de quelle manière on peut faire. Et puis, il y a les spécificités de la douleur chronique en elle-même. Vous savez que depuis l'année dernière, la douleur chronique est devenue une maladie à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on la reconnaît et qu'on lui donne une valeur scientifique de recherche et de traitement spécifique sur la douleur chronique. Et ça, c'est très important parce que pendant des années, alors qu'on connaissait la douleur chronique, mais souvent on considérait que c'était une résultante, que c'était un symptôme, et pas non plus, pas une maladie en elle-même. Alors qu'en fait, la douleur chronique a des retentissements qui sont spécifiques. Bon, la concentration, la souffrance morale, la dépression, le repli aussi, retentissement social. Comment vos proches vous comprennent dans votre souffrance? Pas évident, pas évident. Et c'est là où justement les groupes, et notamment les groupes thérapeutiques ou les groupes d'auto-hypnose que vous pouvez peut-être avoir dans les services de traitement de la douleur de vos CHU, peuvent vous aider. En tout cas, moi, je fais ça à Ambroise Paré et c'est très aidant pour les patients. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en attendre? Bon, l'effet immédiat physiologique de la séance, on l'a dit, ça fait du bien, oui. Relaxation, détente, apaisement, ça c'est ce que vous allez ressentir. Et ce qui peut être observé médicalement, si on regarde vos constantes, s'il y a un médecin à côté de vous, bien, il y a une diminution de la fréquence cardiaque, on calme le cœur. Il y a une régulation de la tension artérielle, parce qu'il y a un ensemble d'adaptations végétatives du corps, sous hypnose, qui va faire qu'il y a une vasodilatation et que la tension se régule naturellement, il y a une meilleure oxygénation et il y a une détente musculaire. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'arrive pas à me détendre, c'est compliqué. Oui, je comprends. C'est pas si facile que ça de se détendre, surtout quand en plus, on se dit, il faut que je me détende. Ça, c'est le pire du pire. En état d'hypnose, il y a naturellement une régulation et des muscles vont se détendre, même des muscles que vous n'avez pas sous votre contrôle. Les muscles du visage, les muscles du ventre, ça se détend physiologiquement, ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça que souvent, dans les consultations, quand je fais de l'hypnose, j'entends souvent les glou-glous du ventre du patient. Pourquoi? Parce que ça se dénoue tout d'un coup, et ça glougloute parce que, comme les muscles, ça se dénoue, ça fait du bien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut ressentir au moment où on fait la séance. Mais après, les patients disent, oui, mais après la séance, ça revient la douleur. Oui, ça revient, bien sûr. Tout ne s'enlève pas en une fois, ce serait vraiment si miraculeux. Mais, heureusement, l'effet de répétition, l'effet de régulation progressivement va faire que cela va provoquer des changements au long cours, comme un peu un traitement à libération prolongée. Apaisement mental, ça fait du bien. Reprise du contrôle. Je peux avoir une action sur mon corps, je peux agir, ça fait du bien. Avoir de l'action sur sa maladie, rien que le fait de le savoir mentalement, déjà, ça soulage. Et l'amélioration du moral, l'amélioration de la douleur au long cours, et la reprise d'une inventivité, c'est-à-dire d'être capable de s'autoriser à avoir des idées, à avoir de bonnes idées, de bonnes pensées, de pensées positives, des pensées avec de l'espoir, avec un peu plus de couleur, si c'était un peu sombre, ça fait du bien quand même. Voilà ce qu'on peut attendre déjà en immédiat et au long cours. Et petit à petit, en faisant votre chemin, petit à petit, on développe de plus en plus vos ressources et vos capacités. Toujours, évidemment, en complément du traitement que vous avez, que ce soit en traitement par corticoïdes, par biothérapie, quel que soit, c'est complémentaire. Et ça permet aussi d'aider les traitements. Et ça, c'est super important. C'est que plus vous êtes dans votre corps bien, mieux les traitements
fonctionne. Donc il y a une action synergique, hein, parce que souvent on entend, ouais, mais c'est des thérapies parallèles, c'est des médecines parallèles. Alors parallèle veut dire que deux droites ne se rejoignent jamais. Alors que c'est pas du tout le cas. On est dans une approche intégrative où on réunit les moyens qui vous font du bien. Enfin, on peut avoir quelque chose qui soit global. C'est ça le plus important. Alors oui, oui, Sand, absolument, hypnose possible par téléphone ou visio, absolument, on peut le faire. Et là, on est dans une ère de la dématérialisation par rapport au confinement. Et je peux vous assurer que je fais des consultations, pas que moi, hein, bien sûr, d'autres aussi, mais il y a des praticiens qui font des consultations d'hypnose en téléconsultation. Alors évidemment, si on se connaît avant physiquement, c'est toujours un peu plus facile. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Il faut être à l'aise, ça peut se faire. En tout cas, ce n'est pas complètement impossible, je vous rassure. On essaye? Quelques questions avant qu'on essaye? Alors oui, sur les vidéos d'auto-hypnose sur YouTube. Oui, Fatia, oui et non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces vidéos, elles ont été faites par quelqu'un qui ne vous connaît pas, ou qui ne sait pas exactement ce que vous avez, qui est peut-être même pas formé médicalement, donc il ne sait peut-être pas forcément qu'est-ce que c'est que la douleur. Et c'est voilà. Et puis il n'y a pas la relation. Vous voyez, là, même si on ne se voit pas, même si je ne vous vois pas, je vous réponds et je vois à peu près les questions que vous vous posez. Et ça, c'est important. Le cadre de la relation dans l'hypnose est important. Les protocoles sur YouTube peuvent vous aider un petit peu, peuvent vous faire un petit peu de bien. Maintenant, si vraiment vous voulez aller plus loin, ça sera sans aucune mesure différent en allant voir quelqu'un. C'est complètement une autre expérience qui n'a rien à voir avec le fait de regarder une vidéo sur YouTube. Voilà. La durée d'une séance, écoutez, entre, disons, 45 minutes à 1 heure à peu près. Le lien avec la sophro, eh bien, historiquement, Patrick, la sophro vient de l'hypnose. Kei Seido, qui est celui qui a designé, entre guillemets, ou parlé de la sophro, qui a mis au point la sophro, cherchait à sortir l'hypnose de l'hypnose. Pourquoi? Parce que le terme était parfois un petit peu détourné, et puis l'hypnose n'est pas très théorique, c'était volontaire, alors que la sophro est plus théorique avec plus de protocoles. Donc les deux sont assez proches, et certaines personnes vont préférer la sophrologie, parce que c'est plus cadré, il y a plus de protocoles, alors que dans l'hypnose, c'est parfois plus on ouvre, on y va, on avance, et ça se fait comme ça vient, entre guillemets. Il y a moins de protocoles. Le prix, bah ça dépend beaucoup des praticiens, et puis il y a des médecins qui remboursent, puis il y a des psychologues où c'est pas remboursé. Des annuaires de professionnels compétents en province, absolument. Vous pouvez aller sur le site CFHTB, c'est la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève. C'est le seul organisme institutionnel à répertorier les formations les plus sérieuses qui sont validées par des chartes. Et ces entités de formation vous donnent accès à des annuaires de professionnels qui sont partout en France. Voilà. Voilà, la CFHTB, voilà, merci Ludivine, exactement, ça c'est vraiment le nom à avoir, voilà, exactement. Ok? Est-ce qu'il y a encore, allez, une ou deux autres? Alors, oui, peut-on faire de l'hypnose avec des enfants qui ont des injections ou prélèvements sanguins, Fatima? Absolument. D'ailleurs, les enfants se prêtent très facilement à l'hypnose, parfois plus facilement que les adultes. Pourquoi? Parce que les enfants sont plus facilement dans l'expérience et dans le jeu. Donc, pour les gestes invasifs, oui, c'est tout à fait utile pour eux. Peut-on faire de l'auto-hypnose de la sophro, Joël? Absolument. Oui, mon capitaine, les deux, bien sûr. Je crois qu'il faut être ouvert. Il n'y a pas de restriction. Je suis contre les querelles de chapelle. Tout ce qui peut vous aider, mais qui est censé, rationnel et qui repose sur des bases validées, on peut mixer ça et faire à votre manière. C'est d'ailleurs ce que j'espère qu'on va pouvoir faire. Ce soir, on va déjà faire une première petite expérience, puis la deuxième partie du séminaire portera beaucoup plus sur l'échange avec vous, hein, avec beaucoup plus de boîtes à outils et d'idées que je peux vous transmettre et que vous allez reprendre pour vous, pour que vous fassiez votre propre séance. Yoga et hypnose, Corinne, absolument, c'est très, très synergique. D'abord, lancez-vous dans l'hypnose et dans le yoga, puis après, réunissez les deux et vous verrez que vous en ressentirez beaucoup de bien, beaucoup de bien. Voilà. Le thérapeute part très vite comme une litanie.
Bah, pas forcément. Là, je parle beaucoup parce que comme on était un peu déréglé par le temps, j'ai parlé assez vite pour pas vous faire perdre trop de temps. Mais néanmoins, vous verrez qu'on peut être très silencieux aussi. Médecin mieux que les autres praticiens, Olivier, écoutez, pas forcément. Voilà. C'est vraiment individu dépendant du sérieux, de sa formation et aussi du contact que vous aurez avec. Comme tout à l'heure, je vous ai donné l'idée que c'est comme avec un guide de montagne. Bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui est là pour vous accompagner. Si vous n'avez pas le feeling avec lui, hein, ça va pas passer. Je dis ça, le feeling, c'est assez léger, mais en fait, ça repose sur des enjeux relationnels qu'on appelle le transfert, hein. Et le transfert, c'est ce que le patient peut investir auprès du praticien, parce qu'il y a un bon échange psychologiquement, humainement, et que ça fait l'alliance thérapeutique. Et ça, c'est fondamental. Pas le feeling, vous le sentez pas, forcez pas, c'est pas la peine, hein. Ok? Ça va pour tout le monde? On suit? Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite séance ensemble, une petite séance. euh, on va se contenter déjà de travailler sur une partie du corps pour que ça puisse. C'est un peu comme aussi quand vous rentrez dans l'eau, vous voyez. On se dit, ouais, 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 je suis prêt à y aller, je suis prêt à y aller. Mais attends, laisse-moi quand même sentir un petit peu. J'irai, je me mettrai complètement dedans progressivement. D'accord? Donc, ensemble, on va faire quelque chose de simple. D'accord? Premièrement, je vous propose de vous installer confortablement, hein. Oui, vous pourrez voir cette vidéo plus tard, vous inquiétez pas, vous aurez le diaporama et vous pourrez venir à la deuxième séquence. On refera de l'hypnose tous ensemble, quel que soit le moment, vous inquiétez pas. Donc, première chose, c'est de vous installer à peu près bien, confortablement. Confortablement ne veut pas dire qu'il faut être parfaitement installé, hein. Non, pas nécessairement. Vous pouvez garder vos lunettes, vous pouvez garder votre montre. Soyez comme vous êtes, en essayant de trouver, vous voyez, par exemple, si vous êtes assis, on va essayer de vous arranger avec le dossier du fauteuil pour sentir un coin de confort dans le dos, ou sous les jambes, sous les fesses. Si vous voulez vous allonger, vous pouvez, parce que vous entendrez le son de ma voix. Si vous préférez regarder la vidéo, vous pouvez. Bref, il n'y a pas de position parfaite. Celle qui va être parfaite, c'est celle où vous êtes bien. D'accord? Voilà. Et puis, je vais vous proposer, comme on travaille quand même avec cette idée de la polyarthrite rhumatoïde, notamment, hein, je vais vous proposer de choisir la main qui va le mieux en ce moment. La droite ou la gauche, celle de votre choix, et chacun, vous choisissez individuellement. Et vous allez décider vous-même, c'est vous qui avez le contrôle, de poser votre main sur soit une partie de votre corps, peut-être votre cuisse, puisque c'est sous vos yeux, ou bien si c'est sur votre bureau, ou bien vous posez sur le bureau. Voilà, bien en évidence. Et maintenant que vous êtes installé et que ma voix vous intéresse de plus en plus, je vais vous proposer de vous intéresser davantage au bruit de ma voix, pas forcément à tous les mots, et même s'il y en a certains que vous n'entendez pas, ça n'a aucune importance. Et vous allez maintenant amener votre attention là où est votre main. Vous pouvez le faire avec les yeux, si vous le souhaitez, en dirigeant votre regard sur votre main. Et en vous concentrant dessus, un peu comme on le faisait sur l'écran, sur toutes ces diapositives qui vous ont intéressé, mais cette fois sur votre main, comme si votre main, c'est une diapositive, comme si votre main, vos yeux peuvent zoomer dessus progressivement, comme avec un appareil photo. Et à mesure que vous allez vous concentrer dessus, soit visuellement, soit sensoriellement, peut-être à un moment donné, vous fermerez les yeux, c'est possible. Peut-être maintenant, en vous concentrant sur votre main,
pour ceux qui ont les yeux ouverts, eh bien vous sentirez peut-être comme une légère tension au niveau des yeux, à mesure que vous concentrez de plus en plus sur ce point, et rien que sur ce point, là où est votre main. Et de plus en plus, peut-être c'est des petits picotements sur le pourtour des yeux. Bien vous remarquez que vos paupières clignent plus vite, ou qu'elles papillonnent, ou que vous auriez l'impression que c'est un peu comme quand on s'endort tout en étant éveillé et vous contrôlez. Vous auriez l'impression que les paupières pourraient glisser devant les yeux. Peut-être certains d'entre vous ont déjà les yeux fermés d'ailleurs. Et vous avez le choix, si les paupières se ferment, suivez. Si vous souhaitez fermer les yeux, vous pouvez. Si vous voudrez les rouvrir après, vous pourrez aussi les rouvrir. Mais vous pouvez tenter l'expérience, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et continuer de vous concentrer là où est votre main, à vous intéresser à la sensation entre la main et le reste, la sensation de contact peut-être avec la matière et de remarquer peut-être certains changements à certains endroits. Vous voyez, peut-être des petits picotements parfois ou des effleurements sur le dessus de la main, ça peut arriver. Ou la sensation du poids vraiment de la main, de la pesanteur de la main. Mais comme si elle était un peu comme sur du coton, un petit peu. Parfois on a l'impression que la distinction entre la main et l'endroit où elle est posée devient un peu plus floue, un peu plus différente. Comme si ça se mélangeait un peu, c'est très bien. C'est qu'on est justement à ressentir l'effet de cet état un peu hypnotique, on est en même temps éveillé, en même temps un peu endormi, ni l'un ni l'autre. Votre main est là, et il peut y avoir d'autres sensations qui s'installent. Nous pourrions imaginer, pourquoi pas un exercice assez simple, imaginons que vous souhaiteriez mettre votre main comme dans une enveloppe agréable ou un gant qui soigne, un gant qui fait du bien. Vous pourriez glisser votre main dans cette enveloppe que vos ressources inconscientes mettent à votre disposition. Toutes vos ressources guérissantes peuvent mettre à disposition cette enveloppe qui fait du bien. Et vous pouvez choisir si c'est plutôt du bout des doigts que vous observez la sensation ou si c'est à partir de la paume ou du poignet. Et si vous ressentez l'intérieur de cette enveloppe, si c'est un peu molletonné ou si c'est doux ou si c'est la température qui change un peu. Un changement de température, un changement de texture. Voilà, exactement. Et puis l'enveloppe extérieure aussi, vous pouvez choisir. Est-ce que vous choisissez votre gant d'une couleur ou d'une matière protectrice? Ou d'une matière isolante peut-être, si vous avez besoin d'isoler votre main, à moins que ce ne soit une matière qui adapte la température. Voilà, et peut-être vous ressentirez aussi, si par exemple votre main est au contact avec une partie de votre corps, ou peut-être dans d'autres parties de votre corps, comme si cela se diffuse. C'est possible. Ça peut se diffuser, ça peut circuler comme un bon fluide apaisant,
comme un produit qui diminue les sensations, qui augmente le confort, qui fait du bien. Peut-être même certaines personnes auront eu la sensation qu'il y a comme des petits mouvements, des petits sursauts dans la main, c'est normal. Il est même possible que votre main, vous sentiez entre là où elle est posée, que votre main se décolle un peu, c'est normal. Et si votre main se soulève légèrement, c'est que vous avez besoin de légèreté, vous pouvez laisser cette sensation apparaître si c'est le cas. On peut prendre maintenant, quelques instants, pendant que votre main fait ça, juste pour que votre attention se porte sur d'autres parties de votre corps, d'autres parties de vous, pendant que la main travaille pour vous. Voyez si la respiration, à quel point est-elle plus profonde. Voyez si les battements du cœur se sont ralentis, ou si certains muscles se sont détendus. Voilà, exactement. Très bien. Et même parfois, il y a des pensées qui nous traversent, on se met à penser à d'autres choses. On laisse penser, les passer, vous les laissez passer. C'est très bien. Voilà, et vous pourrez laisser ça se faire, laisser revenir peut-être lorsque vous le déciderez à votre main maintenant. Et un peu comme on a parlé d'un livre tout à l'heure, mais comme si vous voudriez mettre un marque-page à un endroit, là où votre lecture a été intéressante, là où vous avez lu quelque chose qui vous a aidé, qui vous a fait ressentir une nouvelle expérience. Laissez un marque-page, un repère qui vous aidera à retrouver. Ça peut être l'image de votre gant ou de la sensation, de la voix qui vous accompagne, ou du moment, un repère. Voilà. Et c'est un repère conscient que vous contrôlez, dont vous pourrez vous rappeler dans les moments à venir, que vous en ayez envie ou besoin. Et maintenant, chacun à votre rythme, chacun à votre tour, lorsque vous le déciderez, vous pourrez réinstaller votre présence dans la main. Voilà, pour laisser revenir petit à petit les signes d'éveil habituels, c'est-à-dire des petits mouvements, par exemple. Certains choisiront de garder le gant et vous pourrez conserver cette sensation dans les heures qui viennent, dans les moments à venir. Peut-être votre main vous paraîtra un petit peu différente. Et ce sera une expérience intéressante. Mais petit à petit, voilà, vous pouvez réinstaller, vous réapproprier, reprendre place. Voilà, reprenez la main. Peut-être c'est le bout des doigts ou la paume ou le poignet qui recommence à bouger en premier. Puis le reste vient petit à petit. Voilà. Exactement. Très bien. Voilà. Et à nouveau, vous pouvez prendre un temps pour vous réorienter. On est ici présent, vous avez les pieds au contact du sol, ou peut-être de votre lit ou de votre matelas. Et nous sommes ici tous ensemble. Voilà, exactement. Vous pouvez reprendre place tranquillement. Vous étirez, respirez. Voilà. Très bien. Parfait. Et si vous avez évidemment des questions ou des observations ou des commentaires sur ce petit moment d'expérience que déjà on a pu partager, eh bien ça nous servira pour la prochaine séquence, évidemment,
Là, c'était un exercice inaugural, je dirais. Et la fois prochaine, je vous donnerai encore d'autres choses à faire, vous-même, vos propres impressions. D'ici là, vous pouvez tout à fait essayer de retrouver ce que l'on a fait ensemble, par l'oreille, par la mémoire, par le corps, comme vous voulez. Et on continuera la fois prochaine à progresser comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Oui, pour répondre à Joël, pourquoi sur la main la moins douloureuse aujourd'hui? C'est comme quand on s'entraîne. Quand vous avez appris à faire du vélo, heureusement qu'on ne vous a pas mis dans une pente, dans la forêt ou dans une montagne. On a commencé d'abord par vous faire faire des choses simples. Et puis à la deuxième séquence, on va aller s'intéresser justement plus davantage aux douleurs, aux zones qui font mal, au stress, à ce qui vous bloque. Mais vous serez rassuré justement en ayant commencé par ce qui fait déjà du bien. Mais Joël, si vous vous sentez déjà prêt, prête, pardon, vous pouvez tout à fait refaire cet exercice sur la main qui fait mal sans aucun problème. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Dr Chaboch, pour cette expérience. Merci à vous. Vous vous êtes prêté au jeu et j'espère que, eh bien, on pourra continuer lors de la deuxième séquence à explorer ce que l'hypnose peut vous apporter. Alors, rendez-vous le 4 mai, 19h15, pour justement ce deuxième épisode que vous nous proposez. Merci encore. Très bonne soirée. À vous tous aussi. Merci. Au revoir. À bientôt.